L'histoire n'est pas une science exacte. Elle n'est jamais gravée dans le marbre. Au fil du temps, la connaissance du passé s'affine et évolue. Mais les idées reçues ont la peau dure et les a priori restent tenaces. Pour saisir les vérités du monde, il faut parfois bousculer les certitudes et décrypter les faits en proposant un autre regard. La crise des subprimes est restée dans les mémoires comme celle d'un désastre américain. Et pourtant, « 1er juillet 2006, l'âge d'or de l'immobilier américain a vécu. Des millions de foyers ayant souscrit à des prêts à taux variables voient leur échéance flamber. Incapables d'honorer leur traite, beaucoup sont expulsés. Leurs maisons sont saisies et remises en vente. Le marché est vite saturé. Les prix s'effondrent. Les sociétés de crédit, qui s'étaient montrées peu regardantes sur la solvabilité de leurs clients, sont ruinés. La crise des subprimes vient de commencer. En 2007, les milliers de familles expropriées ne sont que les premières victimes de la crise. Les sociétés de crédit qui leur avaient offert des facilités ont dans le même temps joué aux apprentis sorciers de la finance. Par un tour de passe-passe astucieux, elles ont transformé la dette de leurs clients en produits financiers d'une rentabilité inégalée. Connus sous le nom de subprimes, ces placements miracles ont attiré les spéculateurs du monde entier et donné naissance à un véritable Eldorado dont les grandes banques internationales n'ont cessé de tirer profit. Avec l'effondrement de l'immobilier américain, ces titres, hier si désirables, sont désormais toxiques. Leurs détenteurs découvrent une gigantesque arnaque et tentent de s'en débarrasser le plus discrètement possible. Le 9 août 2007, la France met les pieds dans le plat. La banque BNP Paribas ferme 3 de ses fonds d'investissement indexés sur l'immobilier américain. Ses clients l'apprennent par la presse. Ils ne récupéreront pas leur argent. Une réaction en chaîne se déclenche. En quelques heures, la nouvelle fait le tour de la planète finance. Tout détenteur de subprimes est soupçonné d'être insolvable. La méfiance fait place à la psychose. Les banques ne prêtent plus. L'argent ne circule plus. L'économie mondiale est à l'arrêt. Aussitôt, la Banque centrale européenne réagit. Son gouverneur, Jean-Claude Trichet, ouvre en grand le robinet des liquidités. Est-ce que vous pourriez me passer les marchés? Pour réamorcer le système, 156 milliards sont mis à la disposition des banques de l'Union en manque d'argent frais. En moins de 24 heures,
une manne considérable est injectée sans condition dans le secteur bancaire. En vain. Les bourses plongent. Je ne vendrai pas négatif, nous vendrions dans de très mauvaises circonstances. Les déboires de la BNP reviennent comme un boomerang aux États-Unis. The financial markets around the world have been roiled by difficulties in France. La ministre des Finances, Christine Lagarde, interrompt ses vacances pour donner un cours de macroéconomie aux Français. On commence ? Les phénomènes financiers sont de nature mondiale. Il y a eu un phénomène de contamination à partir de l'épicentre américain. Pour ce qui concerne l'économie française, c'est solide. Moi, je ne conçois pas aujourd'hui, en tout cas, de contamination à l'économie réelle. Le premier coup de semonce de la crise des subprimes n'est pas pris au sérieux. Un mois plus tard, la banque britannique Northern Rock, ayant trop misé sur les subprimes, risque la faillite. Aux quatre coins du Royaume-Uni, les épargnants se ruent pour récupérer leurs économies. Among many of Northern Rock's 1.5 million savers, confidence is evaporating. An estimated £1 billion has been withdrawn already. Le flegme britannique reste de mise. Mais la crédibilité de la capitale financière de l'Europe est sérieusement écornée. Acculé, le gouvernement doit renflouer la banque en déroute. Une nationalisation très coûteuse pour le contribuable, mais qui permet aux épargnants de conserver leurs économies. À l'automne 2007, de part et d'autre de l'Atlantique, la planche à billets tourne à plein régime. Près de 300 milliards d'euros viennent d'être injectés dans le système bancaire international. Du jamais vu. En panne de liquidité pendant l'été, ces mêmes banques récompensent leurs actionnaires. Fin 2007, les dividendes versés sont supérieurs à ceux de l'année précédente. Tout semble rentrer dans l'ordre. Et pourtant. The American banking giant Lehman Brothers looks set to bite the dust. Lehman Brothers has filed for the biggest bankruptcy in history. Ça n'est pas le krach de 1929, mais ça y ressemble. La chute de la quatrième banque d'affaires américaine marque l'apogée de la crise. Le soir même, ses employés quittent le siège de Manhattan. What is your reaction to that? Anger, sadness. You know, never thought it would come to this. It's just a tragedy. 25,000 employees. Le lundi 15 septembre 2008, un engrenage infernal s'enclenche. Ce krach qui couvait depuis de longs mois place le secrétaire au Trésor, Henry Paulson, sur le grill. Good afternoon, everyone, and I hope you all had an enjoyable weekend. Un rire gêné qui masque mal l'embarras des autorités américaines. Au lendemain de la plus retentissante faillite de l'histoire, tous les marchés s'effondrent. Les pertes sont abyssales. Mais le principal sujet d'inquiétude de la Réserve fédérale américaine, c'est l'Europe. Son gouverneur, Ben Bernanke, estime que le vieux continent ne pourra pas résister au tsunami qui s'apprête à le frapper. L'avenir va lui donner raison. Comme Wall Street, Londres, Paris, Francfort plongent inéluctablement. Mais les grands pays de l'Union ne sont toujours pas passés en alerte rouge.
Das, was wir in Abstimmung mit der Bankenaufsicht in Deutschland und mit der Bundesbank wissen, ist, dass die Auswirkungen in Deutschland Gott sei Dank begrenzt sind. Das ist nicht auf die leichte Schulter zu nehmen, aber wir merken, dass unser deutsches Universalbankensystem erkennbar robuster ist. Les mécanismes sont en place, les banques centrales sont alertées, et il y a pas panique à bord. Les Européens affichent une assurance déconcertante, comme si le cyclone subprimes allait les épargner. La France assure alors la présidence tournante de l'Union. Le président Nicolas Sarkozy en est le porte-parole. Dans un sermon incantatoire, il se contente de dénoncer les dérives de la finance. L'autorégulation, pour régler tous les problèmes, c'est fini. Le laisser-faire, c'est fini. Le marché tout-puissant qui a toujours raison, c'est fini. Hier, promoteur de l'introduction des subprimes en France, Sarkozy devient soudain le pourfendeur du capital. Son réquisitoire ravit ses ministres et ses militants. Mais en ne fixant aucun cap, il permet à la crise de s'étendre. Quatre jours plus tard, l'Irlande sombre. Alors que les pertes de ses trois principales banques représentent 8 fois le PIB national, son ministre des Finances, Brian Lenihan, s'engage à les garantir. Une promesse démesurée. C'est tout un pays qui risque maintenant la banqueroute. Lenihan avouera que cette décision insensée fut prise suite à un appel du président de la BCE, qui l'aurait convaincu de sauver ses banques à tout prix. Jean-Claude Trichet, lui, a toujours nié avoir exercé la moindre pression. Plus les jours passent, plus la crise s'aggrave. La menace pèse sur toutes les banques. Seule parade, une intervention au niveau européen. Mais l'Allemagne s'y oppose formellement. Jean-Claude Trichet souligne « Une solution européenne commune n'est pas adaptée, car la zone euro n'est pas une union budgétaire. » Le président de l'Eurogroupe, Jean-Claude Juncker, renchérit. La crise vient des États-Unis. Elle y est plus aiguë. L'Europe s'en sortira avec des solutions nationales. L'aveuglement des dirigeants de l'Union fige l'Europe dans l'inaction. Au même moment, les États-Unis adoptent un plan de 700 milliards de dollars pour stabiliser leur économie. Le soir même, le président George Bush ratifie le décret. Le cœur du capitalisme financier est partiellement nationalisé et toute la puissance du pays est mobilisée pour sortir la nation de l'ornière. Le lendemain, l'Europe s'agite. France, Allemagne, Grande-Bretagne et Italie se réunissent à Paris devant les caméras du monde entier. Il est grand temps de se mettre d'accord. Nicolas Sarkozy, Angela Merkel, Gordon Brown, le Premier ministre britannique, et Silvio Berlusconi, le président du Conseil italien, finissent par admettre qu'il y a urgence. Wir haben uns darauf verständigt, dass wir natürlich ein kohärentes Vorgehen brauchen, bei dem es nationale Verantwortlichkeiten für jeden Mitgliedstaat gibt. 3 semaines après le krach, aucun plan d'action commun ne figure encore au programme. Seule la volonté de réguler la finance est évoquée. La Commission d'une part, les organismes de normalisation comptable d'autre part, devront travailler en urgence pour que la question soit réglée avant la fin du mois. Il faudra attendre 10 ans pour que la régulation promise
deviennent obligatoires. Le même jour, BNP Paribas s'engage à racheter le groupe Fortis. En grande difficulté, la banque assurance belge est sauvée dans la journée. Moralité, la finance est bien plus réactive que les politiques. Toutefois, la faillite imminente de la banque allemande Hypo Real Estate vient rebattre les cartes. Angela Merkel avait promis de ne pas engager d'argent public pour secourir ces établissements en difficulté. Elle se ravise. Wir sagen den Sparerinnen und Sparern, dass ihre Einlagen sicher sind. Auch dafür steht die Bundesregierung ein. Ce sauvetage au coût astronomique ne peut stopper l'ouragan qui se propage. Les investisseurs ont perdu patience devant l'incapacité de l'Union à faire front commun. Le 6 octobre 2008, l'hystérie des places boursières atteint son paroxysme. Ce jour-là, 2000 milliards de dollars se volatilisent. Le 7, Angela Merkel persiste dans son refus d'intervention commune. Le 8, les Britanniques sont au bord du gouffre. La Royal Bank of Scotland, la banque la plus riche du monde, est à quelques heures du naufrage. Le Royaume-Uni engage sa nationalisation partielle. L'Espagne, elle, adopte un plan de soutien au secteur bancaire de 30 milliards d'euros, en pure perte. Les décisions prises en ordre dispersé par les États membres ne font qu'accroître l'inquiétude des marchés. Malgré les sommes colossales engagées, Paris, Londres et Francfort plongent de plus de 20%. C'est la pire semaine boursière de l'histoire. Après de nouvelles pertes records à Wall Street, le président Bush sonne le rappel. In our interconnected world, no nation will gain by driving down the fortunes of another. We're in this together. We will come through it together. Le message est passé. Devant la dégradation du système financier allemand, Angela Merkel donne son feu vert à un plan de sauvetage européen. Les dirigeants de l'Union affichent enfin un front commun. Les citoyens européens sont en train de perdre confiance dans le modèle qui est le nôtre. Par conséquent, nous n'avons pas le droit d'échouer et nous n'échouerons pas. L'Europe unie, a fait plus que les États-Unis en montant engagé. 1700 milliards d'euros. C'est le montant engagé. Plus du double de celui des États-Unis. Le prix de 4 semaines de flottement. Alors qu'une trentaine d'établissements financiers américains disparaissent, toutes les banques européennes sont renflouées par des aides publiques. Les bourses repassent au vert. Pour un jour seulement. Puis la descente infernale se poursuit. À la veille de Noël, la Belgique s'englue dans le scandale Fortis. Soupçonné d'avoir bradé son fleuron de la finance à la française BNP Paribas, le gouvernement tombe. En Islande, rien ne va plus. Après une retentissante faillite, les épargnants ruinés réclament les têtes des banquiers imprudents. Les jets de boules de neige sur le Parlement ne sont que le début d'une longue révolte. En Lettonie, la situation s'est brusquement dégradée. En quelques semaines, la dette publique a doublé. Des milliers d'emplois sont menacés. Le gouvernement est à la veille d'être renversé. La Lituanie voisine est aussi gravement touchée. Aš noriu, kad mano vaikai rastų darbą Lietuvoje, o nereiktų važiuoti į užsienį, visi vaikai jau dirbę emigracijoje.
En Irlande, le chômage frappe durement. La récession s'installe. Mais le gouverneur de la BCE s'interdit d'être alarmiste. Pour l'ensemble de la zone euro, les experts de la Banque centrale européenne nous disent que nous avons une croissance ralentie. Je ne prononcerai pas d'autre mot que cela, une croissance ralentie. Parmi ces experts, le commissaire Joaquín Almunia est bien moins nuancé. Son rapport pour la Commission européenne annonce la couleur. Les chocs économiques subis devraient à la fois réduire le taux de croissance et aggraver le chômage. Le ralentissement économique affectera les familles, les ménages et les populations les plus vulnérables. Les mesures prises pour recapitaliser les banques augmentent déjà les niveaux d'endettement. Fin 2008, les conséquences de la crise sont déjà identifiées. Reste à passer à l'action. L'année 2009 s'ouvre sur un nouvel espoir. À peine élu, le président américain Barack Obama fait voter un plan de relance d'une ampleur sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale. L'équivalent du budget de la défense est consacré aux chômeurs, à l'éducation et aux réductions d'impôts. En Europe, c'est tout l'inverse. La relance sonne comme une campagne de promesses de dons. La France y consacre seulement 26 milliards d'euros. Ses partenaires annoncent des montants tout aussi dérisoires au regard des centaines de milliards consentis pour sauver la finance. La stratégie européenne est la moins ambitieuse du monde, alors que c'est le continent le plus touché. Car les banques tout juste renflouées ont fermé les vannes du crédit. Brutalement, des centaines d'entreprises doivent reporter investissement et embauche. Pendant que le nombre de licenciements est multiplié par 2 en France, au Danemark, le chômage a déjà doublé. Dans les pays baltes, triplé. En Lettonie, il frise les 20%. L'Espagne compte 800 000 chômeurs supplémentaires. Un jeune sur 3 est sans emploi. Desde las 6:30 de la mañana llevo aquí, creo que me voy a quedar sin número y esto es vergonzoso. À l'automne 2009, un an après la chute de Lehman Brothers, l'Union européenne est toujours dans la tourmente. Espagnols, Irlandais et Portugais ont perdu leur travail et leurs économies. Alors que l'Amérique donne des signes de reprise, l'Europe a transformé la crise financière en crise économique. Le 5 novembre 2009, un petit pays qui ne jouait jusque-là aucun rôle dans cette histoire est propulsé au devant de la scène. La Grèce. Son nouveau Premier ministre, Yorgos Papandréou, révèle que les comptes publics sont truqués depuis des années. Le déficit du pays est le double de celui annoncé. Il explose le plafond autorisé par l'Union. La Grèce fait trembler l'Europe. Le ministre des Finances allemand, Wolfgang Schäuble, se montre réprobateur. Und wenn man diese Verpflichtungen nicht erfüllt oder wenn man, um es salopp zu sagen, längere Zeit über seine Möglichkeiten oder über seine Verhältnisse lebt, dann zahlt man dafür einen Preis, den einem niemand ersparen kann. Und deswegen besteht europäische Solidarität derzeit darin, Griechenland klarzumachen, es führt für Griechenland kein Weg daran vorbei, Fehlverhalten der Vergangenheit nachhaltig zu korrigieren. L'Allemagne n'aidera pas la Grèce. La BCE non plus. Son gouverneur s'y refuse catégoriquement. Les traités européens sont formels. Officiellement, une banque centrale ne peut prêter qu'aux banques.
Ce que Jean-Claude Trichet omet volontiers, c'est qu'officieusement, la Banque centrale européenne rachète discrètement les subprimes toxiques qui disparaissent ainsi des bilans des banques. Une pratique tout aussi absente des traités. Mois après mois, la situation ne cesse de se dégrader. Fin mars 2010, l'Irlande continue de sombrer. L'Espagne et le Portugal chancellent. Alors que leurs dettes enflent, leurs perspectives de croissance fondent à vue d'œil. La Grèce, livrée à elle-même, est insolvable. L'Europe s'affaisse, les bourses s'affolent, les indices plongent. L'instabilité de la vieille Europe menace le monde. Après 6 longs mois de tâtonnement, les Européens passent à l'action. L'assistance financière à la Grèce se chiffre à 110 milliards. 110 milliards d'euros confiés aux banques privées. À elles d'en définir les conditions de prêt. Mauvais élève, la Grèce ne bénéficiera plus des taux préférentiels accordés à ses partenaires. Les intérêts de sa dette s'envolent. Athènes remboursera sa bouée de sauvetage au prix fort. C'est un programme sévère, mais c'est un programme qui est absolument nécessaire. Ni la Grèce, ni les autres pays en difficulté n'auront grâce aux yeux des banques. Bien au contraire, ces États surendettés vont remplir leurs coffres vidés par les subprimes. Le peuple grec ne l'entend pas ainsi. Γιατί δεν πληρώνουν αυτοί που πρέπει να πληρώσουν και τα ζητάνε όλα από το λαό. Οι εργαζόμενοι θα βρισκόμαστε κάθε μέρα στους δρόμους. Η κυβέρνηση πρέπει να αποσύρει αυτό το πακέτο μέτρων το οποίο οδηγεί την κοινωνία στη φτώχεια και την εξαθλίωση. Pendant que les députés entérinent le programme d'austérité le plus sévère jamais imposé à une démocratie moderne, les Athéniens marchent sur le Parlement. L'édifice est pris d'assaut. Tout un peuple se soulève contre les mesures exigées par l'Union. Au programme, réduction des salaires, augmentation de l'âge de la retraite, hausse des prix. Avec un niveau de vie parmi les plus faibles d'Europe, ces sacrifices les entraînent encore plus bas. Διαμαρτύρομαι γιατί βασικά έχουν κλέψει τη ζωή μου, τα όνειρά μου, τα όνειρα των παιδιών μου και τις ζωές τους. Au comble des violences, un cocktail Molotov ravage une agence bancaire. 3 employés périssent, asphyxiés. Jusque tard dans la nuit, Athènes est en feu et en larmes. L'embrasement de la rue réduit en cendres les derniers espoirs de confiance sur les marchés. Le lendemain, l'effondrement des bourses est plus vertigineux que jamais. Les 110 milliards alloués à la Grèce n'ont été qu'une goutte d'eau dans l'océan des 1000 milliards de pertes de cet après-midi-là. La situation est encore plus critique que lors de la chute de Lehman Brothers. Au siège de la BCE, la tension est à son comble. La non-intervention de l'institution dans le sauvetage de la Grèce déconcerte tous les acteurs du marché. Beaucoup parient déjà sur son explosion. Sous la pression internationale, un sommet européen est organisé en urgence dans une atmosphère apocalyptique. Sous le choc, c'est un Nicolas Sarkozy blafard qui invective la BCE. Allez, allez,
Arrêtez d'hésiter. La priorité du week-end est de rendre sa crédibilité à l'Europe avant l'ouverture des bourses asiatiques du lundi suivant. La solution, la doter d'un fonds de stabilité financière. Coût de l'opération, 750 milliards d'euros. Le prix de l'attentisme. Et enfin, la BCE mouille le maillot en rachetant une partie de la dette grecque. L'Europe s'en sort, mais à quel prix ? Malgré son revers sur la Grèce, Jean-Claude Trichet ne baisse pas la garde. L'Irlande, qui parvient à peine à se maintenir à flot, envisage de solliciter ses banques pour lui venir en aide. Une lettre bien tournée suffit à l'en dissuader. En dernier recours, le tigre celtique se tourne vers l'Union. Une aide financière lui est accordée, en échange de 4 ans de rigueur budgétaire. Hikes in income tax, new taxes and charges, cuts to social welfare and the public sector pay bill. These are just some of the measures to take 15 billion euro out of the economy and reduce our budget. L'austérité s'abat sur les Irlandais. La colère s'empare de la rue. Finance Minister in the whole of Europe. Fin 2010, dans ce marasme économique, les déficits publics des pays de l'Union se creusent. Un seul affiche des comptes positifs. L'Estonie. Sa rigueur budgétaire a payé. Le petit État balte fête fièrement son entrée dans la zone euro. 7 ans à peine après son adhésion à l'Union. Il a bien mérité ses étoiles. Une réussite exceptionnelle, car après 2 ans de crise, l'austérité reste la norme. L'été suivant, l'Espagne et l'Italie sont à leur tour remises au pas. Au programme, privatisation de grande ampleur, révision des procédures de licenciement, réduction des dépenses publiques, baisse des pensions de retraite et des salaires des fonctionnaires. Tout en réfutant le terme d'ultimatum, le grand argentier de l'Europe assume ses lettres et les justifie. Notre doctrine est toujours de prendre les décisions qui nous permettent de donner la stabilité des prix à nos concitoyens, les Français et les 330 millions de concitoyens européens. Ces millions de concitoyens en question sont loin d'adhérer à la doctrine de la BCE. Mis au régime sec, Espagnols, Italiens, Portugais, Irlandais et Britanniques se dressent maintenant contre le diktat de l'austérité. They're trying to take from my child benefit, which keeps my children at school, feeds my children, and my car will be off the road if they take from my child benefit. I do feel that the government is grabbing the poor and the working people. And bankers are still getting very big bonuses, and I think it's a little disgusting, to say the least. They're just saying that they're going to cut us in our old age pension. We've only 230 coming out in. That's why we're angry.
les capitales européennes grondent. L'injustice fait le lit des revendications. Le sentiment d'avoir été trahi par les dirigeants de l'Union est le ciment de la contestation. À la crise économique succède une crise sociale d'une ampleur inégalée. Les forces de l'ordre sont souvent débordées par cette colère qui veut prendre sa revanche sur le système. Des affrontements de Madrid aux scènes de pillage de Londres, l'ambiance est électrique. À Bruxelles, une manifestation de dockers dégénère en émeute. Si nous voulons éviter collectivement ces débordements, il faut que l'Europe change de cap. Mais l'Europe garde le cap. Les restrictions s'imposent pendant que les responsables des fiascos financiers restent impunis. Les banques, elles, retrouvent leur vigueur. En tête du palmarès mondial, on retrouve BNP Paribas, suivi de la Deutsche Bank et de 3 banques britanniques. La finance européenne a su garder son rang contre vents et marées. Commence alors la valse des dirigeants récalcitrants. En tête de liste, le Premier ministre grec, Yorgos Papandréou. Il veut soumettre au référendum le maintien de la Grèce dans la zone euro. This is a question of whether we want to remain in the Eurozone. L'incertitude d'un vote populaire est considérée comme une menace pour la stabilité de l'Union. Désavoué par ses partenaires européens, Papandréou est contraint de faire machine arrière et démissionne. Son remplaçant n'est autre que l'ex-vice-président de la BCE, Loukas Papadimos, fidèle bras droit de Jean-Claude Trichet pendant 8 ans. Nommé à la tête d'un gouvernement de transition, il s'engage à appliquer l'austérité nécessaire pour que la Grèce reste dans la zone euro. Ex-gouverneur adjoint de la Banque de Grèce, c'est sous son mandat qu'avait commencé le trucage des comptes publics qui a précipité son pays et l'Europe dans cette débâcle. La même semaine, c'est au tour de Silvio Berlusconi d'être poussé vers la sortie, remplacé par Mario Monti. Cet ancien expert financier auprès de Goldman Sachs prend la double casquette de président du Conseil italien et de ministre des Finances. Il procède à des coupes budgétaires incisives, notamment dans le secteur de la santé, et augmente les impôts. Les banquiers prennent le pouvoir en Europe. Fin 2011, le règne de Jean-Claude Trichet s'achève. Ironie de l'histoire, son successeur, Mario Draghi, est l'ex-vice-président de Goldman Sachs, la banque qui a créé les produits financiers à l'origine de la crise des subprimes. Très vite, il impose une fermeté nouvelle. La BCE est prête à prendre toutes les mesures nécessaires pour défendre l'euro. Draghi l'assure, la BCE interviendra au moindre problème. Les marchés sont rassurés, la confiance est retrouvée. Mais 4 ans d'indécision ont laissé des cicatrices dans l'opinion. Dans les urnes, le parti du ras-le-bol l'emporte souvent, soit par une abstention record, soit par le renversement du pouvoir en place. Élection après élection, les gouvernements qui ont appliqué l'austérité sont sanctionnés un à un. À l'exception d'Angela Merkel en Allemagne,
Tous les chefs d'État en poste au moment de la crise des subprimes sont balayés par le suffrage universel. Seule l'austérité résiste à la vindicte populaire. Mais la prise de conscience que la finance est allée trop loin grandit. Pour preuve, une multitude de partis anti-système émergent, à l'image du Front de gauche en France. De nouvelles figures s'installent sur la scène politique, comme le postier Olivier Besancenot, qui inaugure le nouveau parti anticapitaliste. En Espagne, les indignés occupent la Puerta del Sol pendant des mois. Ce mouvement lancé par de jeunes diplômés touchés de plein fouet par le chômage désigne les partis traditionnels comme les responsables de la crise et milite pour la démocratie directe. Cet élan spontané incarne bientôt une vraie force politique avec Podemos, emmené par Pablo Iglesias. Podemos es una escoba para barrer la sociedad y una escoba que funcionará en la medida en que esté en las manos de los ciudadanos. Dans son sillage, le grec Alexis Tsipras, à la tête de Syriza, le tout jeune parti de la gauche radicale, joue les arbitres sur l'échiquier politique de son pays. Δεν μπορεί κανείς να προχωρά πια στην Ευρώπη αγνοώντας την ύπαρξη του λαού. En Italie, le mouvement 5 étoiles de Beppe Grillo, un comédien reconverti en agitateur politique, opère une incroyable percée. Le plébiscite d'un parti animé par un saltimbanque fait trembler l'ordre établi. Depuis le début de la crise, les mouvements nationalistes étendent leur influence. En Hongrie, en Croatie, en Finlande. Même l'Allemagne voit ressurgir l'extrême droite avec l'AfD. Son leader, Bernd Lucke, prône la sortie de l'euro. Eurosceptique avant tout, il dénonce et nargue le pouvoir en place. Tout juste fondé, le parti engrange déjà 2 millions de voix aux législatives. La crise a jeté le discrédit sur l'ensemble de la classe politique européenne. Les partis traditionnels se retrouvent déclassés comme jamais par ces mouvements qui ont en commun le rejet viscéral des institutions de l'Union. Aux élections européennes de 2014, plusieurs partis eurosceptiques représentent la première force politique de leur pays, comme le Front National en France ou UKIP, parti pour l'indépendance du Royaume-Uni, dont le leader Nigel Farage est un europhobe de la première heure. I don't just want Britain to leave the European Union, I want Europe to leave the European Union. I don't believe that flag, that anthem, and that president, whose name no one knows, really represent what Europe should be. And then you win! Pour la première fois depuis la création de l'UE, un groupe de députés d'extrême droite peut peser sur les décisions du Parlement européen. Dit is even symbolisch de Nederlandse ster. En deze ster die neem ik terug naar Nederland en die geef ik terug aan het Nederlandse volk om te laten zien dat wij, en wat mij betreft kan deze vlag nu weg, dat wij... Mais les eurosceptiques britanniques, français, autrichiens ou néerlandais sont bien trop hétéroclites pour s'unir. Les partis traditionnels restent aux commandes. En 2015, l'austérité demeure la règle dans l'Union. La Roumanie est au bord de l'asphyxie. Postes, transports,
aéronautique, énergie. Le pays est à vendre pour éponger ses dettes. Retraites et salaires sont en chute libre. Avem un salar de 600 de lei și copii de crescut. Ni se taie zborurile, ni se taie salariul, ni s-au tăiat bonurile de circul, n-am luat bonuri. Suntem nemulțumiți, muritori de foame. Pendant que la Roumanie brade ses services publics, la Grèce laisse dépérir son système de santé. Beaucoup de Grecs n'ont plus de couverture sociale. Ils doivent frapper aux portes des ONG pour se soigner, ou bien compter sur la charité des hôpitaux encore ouverts, eux-mêmes dépourvus de matériel et de médicaments. En 2015, en Grèce, l'espérance de vie est en recul. Dans les pays du sud de l'Europe, un nombre croissant de médecins optent pour l'exil. Parmi eux, la moitié est de nationalité italienne, victime de restrictions drastiques. Vogliono tagliare i posti letto, che sarebbe poi la morte del nostro ospedale, perché se tagli i posti letto, tagli i reparti, ovviamente non riusciamo più a gestire l'utenza che viene da fuori. La Lombardie est la région la plus sinistrée. Le manque de soignants est criant. Économiser sur les structures de santé publique est une stratégie adoptée par beaucoup de pays de l'Union. Les hôpitaux, on doit continuer à les fusionner. Il y a aujourd'hui trop de lits d'hôpital en France. Il y a trop de lits d'hôpitaux en France. Il y a plus de lits d'hôpitaux en France que dans d'autres pays. Il y a trop de lits d'hôpitaux, il faut réduire le nombre de lits d'hôpitaux. Dès le début de la crise, le ministre du Budget, Éric Woerth, l'envisageait. Et la France a supprimé plus de 6 000 lits d'hôpitaux par an, sur 10 ans. Championne toute catégorie des coupes budgétaires, l'Irlande, qui ferme la moitié de ses lits. Pire, les services sociaux sonnent l'alarme. Un petit Irlandais sur 5 ne mange plus à sa faim. C'est en Grande-Bretagne que la vraie fracture se prépare. 7 ans d'austérité ont un coût social très élevé. La fermeture de nombreuses bibliothèques, de crèches ou encore de foyers d'accueil fragilise les plus précaires qui voient leur nombre se multiplier. La fréquentation des banques alimentaires double chaque année. Pour le Premier ministre David Cameron, la responsable, c'est l'Europe. We will give the British people a referendum with a very simple in or out choice. Une aubaine pour le parti de l'indépendance, UKIP, qui milite pour la sortie depuis des années. Son leader, Nigel Farage, prend les devants de la campagne, soutenu par quelques conservateurs, dont le maire de Londres, un certain Boris Johnson. L'euroscepticisme se transforme en europhobie. There we are. It is 10 o'clock. The polls are closed across the United Kingdom. We have made a decision and there is no going back. Le 23 juin 2016, l'impensable se produit. Les Britanniques se prononcent pour la sortie de l'Union. Le Brexit marque la fin d'une époque. L'Europe n'a jamais été aussi fragile. Douze ans après la chute de Lehman Brothers, la plupart des grands pays européens n'ont toujours pas redressé la barre. Seule l'Allemagne tire son épingle du jeu. La dynamique d'avant-crise est depuis longtemps retrouvée. Mais la Grande-Bretagne, la France, l'Espagne et l'Italie épongent encore la crise des subprimes. Ce sont ces mêmes pays qui, à l'annonce de la pandémie de Covid-19,
ont délibérément choisi de faire l'impasse sur la prévention. Privée de médecins, la Lombardie devient en mars 2020 le berceau de la crise sanitaire. La France, en manque de lits d'hôpitaux, doit évacuer ses malades vers l'Allemagne. La peur d'ouvrir d'autres lignes de dépenses a une fois de plus été la mauvaise décision. Une erreur de calcul qui plonge l'Europe dans un nouvel abîme de dettes. Bien longtemps après le krach, le mythe perdure. La crise des subprimes reste une crise américaine et l'Europe son innocente victime. Pourtant, le constat est sans appel. Le manque de cohésion de ses dirigeants, les décisions tardives, le choix de sauver les banques au détriment de la relance et l'imposition d'une austérité trop sévère n'ont fait que l'enfoncer dans la crise et perpétuer sa dette. Une histoire sans fin. One pound.